Bonjour à toutes et à tous, Mathieu Revest des maladies infectieuses. Donc, je vais vous faire une espèce de petite best-of de la littérature entre 2024-2025. Ça, c'est Tadej Pogačar, Cédric. Je sais pas toi, mais je sais pas. J'ai pas de conflit d'intérêt. Alors, j'ai fait des choix dans le best-of. Je vous avoue que je trouvais que c'était une année moins riche pour, en tout cas, votre activité que l'année précédente. Alors, heureusement, on a toujours les nouvelles recommandations qui tombent toujours, et ça, c'est quand même pratique quand on doit faire un best-of et qu'on n'a pas d'idée. Il y a les recommandations sur les pnéumopathies qui viennent d'arriver, à la fois pnéumopathie d'inhalation et pneumonie communautaire. On va parler quand même des pneumopathies d'inhalation, même si c'était un peu hospitalier, parce qu'il y a des petits éléments. Et puis sur mon diaporama que vous aurez certainement, je vous ai mis le lien que vous connaissez déjà, mais vous avez accès directement aux recommandations de la Société de pathologie infectieuse de langue française qui sont actualisées très régulièrement. Donc je vous encourage à y aller régulièrement. C'est pas pour faire de la pub pour ma société, mais il y a des recommandations très rapides et où elles sont pas mal faites. C'est que, comme vous avez, je les ai utilisées comme ça, en fait, elles sont aussi formalisées sous forme de diaporama avec des diapos très rapides d'accès et vous pouvez choisir que la diapo qui vous intéresse. Vous n'êtes pas obligé de vous taper toute la lecture. Et à titre d'exemple, donc, sur les pneumatiques d'inhalation, il y a des nouvelles recommandations qui parlent de ça et qui parlent des traitements. Il y a des facteurs de risque, bien sûr, des pneumopathies d'inhalation que vous connaissez toutes et tous, les troubles de vigilance, les troubles de déglutition et tout ce qui favorise le reflux gastrique. Les IPP, hein, si elles sont pas indiquées là, mais peuvent modifier l'épidémiologie de la pneumopathie d'inhalation. Alors, juste des petites choses pour votre activité, et certains qui me connaissent reconnaîtront mes petits topics, mais la biologie n'a aucun intérêt pour faire un diagnostic de pneumopathie d'inhalation, y compris la CRP, il n'y a absolument aucun intérêt. C'est la clinique et l'imagerie qui va faire le diagnostic. Les examens microbiologiques non plus ne sont pas intéressants pour faire le diagnostic de pneumopathie d'inhalation. Ça peut être des situations que vous retrouvez notamment chez les patients en EHPAD, hein. Il n'y a pas d'intérêt, sauf si on veut cibler le pseudomasme, mais qui n'est vraiment pas dans votre activité actuelle. Et pour l'antibiothérapie, le traitement de première intention reste l'amoxicilline acylclavulanique. Et si on ne peut pas l'utiliser, on peut utiliser la ceftriaxone en sous-cutané en monothérapie. Et il n'est pas à ce moment-là recommandé d'associer le métronidazole comme on faisait de temps en temps. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que vous voyez apparaître la ceftriaxone en sous-cutané en monothérapie. Or, vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a eu une alerte à NSM sur la non-possibilité d'utiliser la ceftriaxone en sous-cutané. Bon, vous êtes d'accord que ce n'est pas la première fois que plusieurs instances disent des choses différentes dans notre métier, mais c'est vrai qu'il y a cette alerte de la NSM qui ne nous permet pas d'utiliser la ceftriaxone en injection sous-cutanée. Pourquoi? Parce qu'elle avait été associée à des nécroses cutanées importantes. Alors en fait, elle a été associée à des nécroses cutanées importantes quand on l'utilisait à forte dose en sous-cutané, mais jamais à 1 gramme par jour, comme ce que vous devez être amené à faire. Finalement, vous n'êtes pas amené à faire des plus fortes doses qu'1 gramme par jour de ceftriaxone en sous-cutané. Donc la question, c'était de savoir, est-ce qu'on peut utiliser la ceftriaxone en sous-cutané à 1 gramme par jour? Et il y a justement un travail qui a été fait par une collègue qui est maintenant chef de clinique en gériatrie au CHU, mais qui était interne à l'époque, c'était son travail de thèse, un très beau travail, et qui s'était intéressé à justement quelle était la tolérance et l'efficacité de la ceftriaxone en sous-cutanée versus intraveineuse dans une population de personnes âgées type EHPAD ou SLD. Donc des personnes dont, en fait, quand vous faites de la ceftriaxone en sous-cutanée, enfin, quand vous vous posez cette question-là, c'est souvent chez des patients d'EHPAD en pratique. Et donc, elle s'est intéressée à savoir si en termes d'efficacité, c'était la même chose, et en termes de tolérance, surtout, c'était la même chose. Alors, ce que vous voyez ici, quand même, c'est que c'est quand même une grosse étude avec un effectif qui n'est pas négligeable, hein. Vous avez 500 personnes avec des injections sous-cutanées. Alors, il y en a 400 qui ont été analysées, mais quand même, et qui ont été comparées à un peu plus de 3000 qui avaient eu de la ceftriaxone en IV. Et ce que vous voyez sur la partie droite de la diapositive, c'est que finalement, le groupe de patients qui ont de la ceftriaxone en sous-cutané ont moins d'effets indésirables que ceux qui ont de la ceftriaxone à l'intraveineuse. Et les effets indésirables de l'intraveineuse, c'était souvent les problèmes liés à la voie veineuse. Et puis les problèmes plus digestifs, ce qui doit montrer quand même qu'on a une plus grosse dose en IV qu'en sous-cutané, mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, 1 gramme
en sous-cutané chez les personnes âgées, c'est très, 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 très largement suffisant et c'est déjà une forte dose. Et si on s'intéresse plus spécifiquement à ces problématiques de nécrose cutanée, oups là, je me suis loupé. Si vous vous intéressez plus précisément à ces problématiques de nécrose cutanée, vous voyez que sur 400 malades, il n'y a eu aucun effet de nécrose cutanée sous ceftriaxone. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, pour l'instant, vous avez toujours cette alerte de la NSM. Et j'ai envie de dire, si une infirmière qui doit faire ou un infirmier qui doit faire la ceftriaxone vous dit je ne la fais pas parce que j'ai eu cette alerte, ben, on est coincé quoi. Elle a le droit de refuser de la faire. Mais c'est vrai qu'en termes de sécurité de l'usage et en termes de données scientifiques, on est quand même très rassuré. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait à l'hôpital, hein, sans aucun problème. Et dans le service de gériatrie, c'était bien sûr une étude qui a été faite dans les EHPAD du service de gériatrie rennais. Il n'y avait aucun problème de problème et nos gériatres font ça. Donc c'est quand même rassurant. Et c'est la plus grosse étude hein, actuellement qui s'intéressait à cette tolérance-là. Et je pense que pour vous, c'est intéressant. Alors, si on passe maintenant à une pneumonie plus fréquente, qui est la pneumonie communautaire, déjà, quelle imagerie réaliser? On rappelle l'intérêt de faire une radiographie thoracique, mais maintenant on dit dans les 3 jours et pas dans les 24 heures. Les nouvelles recommandations, ça vient du fait qu'on n'arrive plus à avoir les radios rapidement, de toute façon. Donc c'est vraiment une recommandation pratique, quoi, pragmatique. On est dit que s'il y a une forte présomption clinique de pneumonie, on commence l'antibiothérapie sans avoir la radio, mais ça, vous avez cette habitude-là, bien évidemment. Et que si la radiographie pulmonaire est strictement normale, il faut remettre en cause le diagnostic. Intéressant quand même, l'arrivée de l'échographie pleuropulmonaire. Je sais qu'il y a de plus en plus de collègues, enfin d'entre vous, qui vous formez ou qui êtes déjà formés à l'échographie. Et donc, c'est pour, bien sûr, les praticiens qui sont formés et expérimentés. Donc, tout le monde, c'est pas, moi, je ne sais pas faire, quoi, mais on a souvent des internes de pneumo dans le service, qui est hyper pratique. Mais vous, vous allez être de plus en plus formés ou expérimentés à la pratique de l'échographie. Et ben, l'échographie pulmonaire, a toute sa place dans le diagnostic de la pneumopathie aiguë communautaire. Il y a même des travaux qui montrent que c'est plus performant hein, que la radio. Donc, si certains et certaines d'entre vous sont parfaitement formés à l'écho, faites-vous confiance, formez-vous à l'échographie pulmonaire. Ça peut être beaucoup plus efficace pour faire le diagnostic de pneumopathie. Quelle est l'indication des dosages des biomarqueurs? Ça, c'est quelque chose pour me faire plaisir. Il n'y a aucun intérêt des dosages de biomarqueurs, y compris de la CRP pour le diagnostic de la pneumopathie. Donc maintenant, c'est affiché. Donc voilà. Et quand réalisez l'antigénémie, vous ne le faites pas. Pareil, vous ne faites pas non plus les techniques de biologie moléculaire, sauf épisode épidémique éventuellement pour VRS et grippe, mais je pense qu'il faut vraiment retourner à ce qu'on faisait avant l'épidémie de Covid. Mais il n'y a pas d'indication de faire les diagnostics de techniques de biologie moléculaire en ville. En termes thérapeutiques, le gros changement sur enfin le gros changement, le petit changement sur ces nouvelles recommandations, c'est que vous savez qu'auparavant, quand on avait un âge supérieur à 65 ans, l'antibiothérapie de première intention, c'était amoxicilline, acide clavulanique. Maintenant, l'âge seul ne suffit plus à changer notre antibiothérapie de l'amoxicilline vers l'amoxicilline acide clavulanique. Ce qui est nécessaire pour mettre de l'amoxicilline acide clavulanique à la place de l'amoxicilline, c'est la présence d'avoir l'un de ces facteurs de risque que je vous ai remis ici, qui sont longs, il va falloir comment dire, s'approprier, mais c'est l'un de ces facteurs de risque qui va nécessiter d'utiliser de l'amoxicilline acide clavulanique. Et en dehors de ça, on ne mettra que de l'amoxicilline, même chez quelqu'un qui a plus de 65 ans. Donc ça, c'est la nouveauté quand même. Au-delà de 65 ans, si on n'a pas de facteur de risque, c'est l'amoxicilline. Sinon, c'est amoxicilline acide clavulanique. Alors, vous voyez qu'il y a des alternatives qui sont proposées. Moi, j'aime bien la pristinamycine, hein, plus que l'amoxicilline acide clavulanique, mais voilà. Et puis, il y a une réévaluation à H72, mais ça, vous avez l'habitude. Et en cas d'échec de l'antibiothérapie par la bêta-lactamine, vous allez changer par un macrolide dans l'hypothèse d'une pneumopathie atypique. La durée de l'antibiothérapie, ça, on en avait déjà parlé l'année dernière, mais ça a été sanctuarisé dans ces recommandations. Vous savez maintenant que des pneumopathies chez la personne jeune qui va bien sans comorbidité, si l'évolution est très rapidement favorable, l'antibiothérapie va durer que 3 jours. Sinon, ça va durer 5 jours, voire 7 jours si l'évolution est vraiment lentement favorable. Vous avez ici les critères que je vous mets ici de bonne évolution, mais en fait, c'est les évolutions que vous, enfin,
Si vous, vous avez l'impression que le patient va bien, bah voilà, quoi, il va bien et vous pouvez arrêter à 3 jours. Sinon, vous pouvez poursuivre jusqu'à 5 jours, voire 7 jours si l'évolution est vraiment lentement favorable ou s'il y a ou s'il y a des facteurs de risque de mauvaise évolution, type BPCO ou ce genre de choses. Mais un patient qui est jeune, qui n'a pas de comorbidité et qui évolue très vite bien, c'est dorénavant 3 jours de traitement. Autre nouveauté, alors ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus affirmé dorénavant, c'est ça. Je ne parle pas de le scanner, si non-amélioration ou aggravation H72, là ça veut dire que enfin, c'est un patient que vous allez hospitaliser, donc j'ai envie de dire que ça, c'est pas votre problème quelle imagerie faire, ce sera fait à l'hôpital. Par contre, ça peut être pour vous, c'est que s'il y a une présence d'un facteur de risque de cancer bronchopulmonaire que vous avez ici, il faut faire un scanner thoracique 2 mois après la pneumopathie. Donc maintenant, c'est affirmé. C'est quelque chose qu'on. Alors, ça ne repose pas sur des niveaux de preuve gigantesques, ceci dit, il faut bien avouer, mais c'est un accord d'experts assez consensuel. C'est que si vous faites une pneumopathie et que vous avez des facteurs de risque de cancer pulmonaire, alors le problème, c'est que souvent, on a fait beaucoup plus de pneumopathie quand on a un facteur de risque de cancer pulmonaire. Mais bon. Et ben dans ces cas-là, il faut prévoir un scanner au-delà de 2 mois pour être sûr de ne pas être parasité par les lésions résiduelles de la pneumopathie qui peuvent mettre du temps avant de disparaître. Donc, il faut attendre au moins 2 mois pour faire le scanner. Mais il faudra faire le scanner dans le dépistage en cancer bronchopulmonaire. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté. Voilà, j'en ai fini avec les pneumopathies, en tout cas les parties qui vous concernent. Un papier que moi j'ai trouvé très intéressant, récent, là pour le coup très récent, et qui change un peu la façon de voir, enfin en tout cas ma façon de voir dans cette pathologie. C'est l'idée de traiter le partenaire sexuel en cas de vaginose. On dit souvent, bah, la vaginose, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible, etc. Ceci dit, on est tous d'accord que dire que bah, finalement, on a l'impression que ça peut être associé ou en tout cas secondaire à des activités sexuelles. Et donc, on pouvait se poser cette question-là. Et donc, c'est ce que se sont posés ces auteurs dans un très, très beau papier. En ouvert, c'était pas en aveugle, sur des couples avec un ou une seule partenaire. Les femmes étaient bien sûr traitées par le traitement recommandé, métronidazole ou traitement intravaginal si le métronidazole péros ne convenait pas ou était contre-indiqué, etc. Et puis la question, c'était de savoir, bah, tiens, on va comparer un groupe de femmes dont le partenaire est traité à un groupe de femmes dont le partenaire n'est pas traité, qui reçoit le traitement et dont le partenaire n'était pas traité. Et le critère de jugement principal était la probabilité de récurrence. Et donc les hommes étaient traités par métronidazole péros pendant 7 jours aussi, et application locale au niveau du pénis d'une crête de clindamycine 2 fois par jour. On n'a pas ici, mais bon, qu'on pourrait avoir prochainement. Et en fait, les résultats sont assez démonstratifs. C'est qu'il y a clairement moins de récidives chez les femmes dont le partenaire était dans le groupe traité. Clairement démonstratif. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau et assez révolutionnaire. Donc oui, il faut traiter les partenaires sexuels lorsqu'une patiente a une vaginose. Alors pour l'instant, on n'a pas la clindamycine en pommade, mais on peut espérer qu'on l'aura prochainement. Et puis déjà, on peut se dire que le traitement péros du partenaire va avoir une certaine efficacité. Et puis on peut imaginer d'autres traitements, mais les résultats sont assez démonstratifs et ça, c'est vraiment bien. C'est joli, non? Et puis bah, le reste, il n'y a pas grand-chose. On peut espérer un petit peu de nouveau dans les urines prochainement avec des nouvelles molécules. La gépotidacine, qui est une nouvelle classe d'antibiotiques qui serait destinée aux cystites simples, mais pourquoi pas aux cystites récurrentes si on a plus de recul quant à la toxicité. Donc c'est un travail qui a comparé la gépotidacine à la nitrofurantoïne et puis qui montrait finalement dans deux études une très bonne efficacité de cette nouvelle classe d'antibiotiques. Même dans l'étude Eagle 3, elle était même supérieure à la nitrofurantoïne. Et c'était tellement supérieur dans l'étude Eagle 3 qu'elle a été arrêtée prématurément, considérant que les femmes qui étaient dans le groupe nitrofurantoïne avaient une perte de chance par rapport au comparateur. Donc ça paraît quand même un peu intéressant, avec une petite bémol, c'est que ça a l'air d'avoir un peu plus d'effets indésirables qui étaient essentiellement d'ordre digestif,
un peu plus de diarrhée, pas d'effet indésirable grave. On n'a pas assez de recul pour savoir si on a les mêmes effets indésirables. Enfin, il n'y a pas de raison, ce n'est pas du tout la même classe thérapeutique que le furane, mais vous savez que les furanes, en traitement prolongé, vous avez les risques hépatiques et pulmonaires. On n'a pas de recul sur cette nouvelle molécule pour savoir si on a ces mêmes effets-là, mais ce n'est pas du tout la même classe thérapeutique, donc il n'y a pas de raison de penser qu'il y en aura. Il peut avoir d'autres effets indésirables. Donc voilà, peut-être qu'on aura cette nouvelle molécule qui vient d'avoir l'autorisation aux États-Unis, et donc ça pourrait être quelque chose qui nous arrivera prochainement. Et enfin, et pour parler émergence quand même, et puis réchauffement climatique, il y a ce très beau papier, si ça vous intéresse, dans Nature, qui s'intéresse au changement climatique et aux risques d'émergence. Et vous voyez que c'est assez émouvant de voir à quel point il y a une émergence. Ça, c'est le nombre de maladies émergentes en fonction du temps. Vous avez l'échelle du temps ici. Et il y a une accélération qui est terrible et qui est parallèle et satellite du changement climatique. Dans cette étude, ils expliquent tout à fait bien les déterminants qui provoquent ça, avec l'anthropisation du milieu naturel, les interactions sociales qui sont de plus en plus diverses, plus en plus multiples et de plus en plus intercontinentales, et que ça explique tout ça. Et la conclusion des auteurs, c'est qu'on va tous mourir. Donc, il est vachement bien fait, un peu déprimant, mais vachement bien fait. Donc, si ça vous intéresse à un moment où vous avez un moral du tonnerre, bah, vous pouvez lire ce truc-là. Si vous avez un moral un peu plus... Enfin, ouais. Donc voilà, les nouvelles recommandations sont toujours sur le site de la SPILF, et donc je n'ai pas de conflit d'intérêt, un petit peu avec la SPILF quand même, mais allez-y, hein, parce qu'elles sont mises à jour de façon très régulière, et donc là, il y a eu les recommandations sur les pneumopathies d'inhalation. Dans les pneumopathies, d'ailleurs, l'âge supérieur à 65 ans ne suffit plus à faire passer l'augmentin. La vaginose, il faut traiter le partenaire. Les urines, on a peut-être des trucs, et puis on va tous mourir, mais pas tout de suite. Et on aura le temps de regarder le Tour de France, et ça me met en joie, moi. Voilà, je vous remercie.